Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour, le SARS-CoV-2 avait caché tous les autres. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France, depuis mars 2020, plusieurs virus respiratoires circulent en même temps que le SARS-CoV-2 et à des niveaux très élevés. Virus de la grippe, rhinovirus et virus respiratoire syncytial, le VRS à l'origine de l'essentiel des cas de bronchiolite. Chez les Américains, on parle de tripledémique, une triple épidémie qui menace de submerger, aux États-Unis aussi, un système de santé déjà très affaibli par la pandémie et une crise hospitalière structurelle. La levée des mesures de restriction, comme les confinements ou le port obligatoire du masque, donne l'opportunité aux habituels virus saisonniers de se propager. L'épidémie de bronchiolite, qui touche particulièrement les enfants de moins de 2 ans, a débuté de manière précoce dès le mois d'octobre, alors qu'elle adopte habituellement un cycle très régulier, avec un début à la mi-novembre, un pic en décembre et une fin en janvier. Après une diminution liée aux congés scolaires, les passages aux urgences et les hospitalisations sont repartis à la hausse depuis la semaine du 14 novembre et atteignent des niveaux inédits depuis 10 ans. Une épidémie plus précoce et plus intense, et la pédiatrie souffre. Quelle interaction entre tous ces virus? Quelles conséquences sur la pratique de la pédiatrie? Comment vont supporter les services d'urgence? Certains ont même parlé de tri des petits en réanimation. Alors pour évoquer tous ces sujets avec nous en plateau, le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, notre référent à la matière. Et le docteur Michael Lévy, maître de conférences universitaires dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. La réa de Robert Debré, c'est un service particulièrement occupé, voire débordé en ce moment? Oui, tout à fait. C'est la période annuelle, comme tous les ans. C'est un service qui est fortement sous tension. Plus que tous les ans ou comme tous les ans? Oui, plus que tous les ans. Mais toujours est-il que tous les ans, c'est quand même une période où le service est mis sous tension avec l'épidémie de bronchiolite. Et puis tous les patients qui viennent en réanimation pour des virus respiratoires qui font décompenser d'éventuelles autres pathologies chroniques de l'enfant. Donc oui, on entend des pronostics terribles sur la réanimation, on verra dans un instant. Quel virus? C'est le VRS et le rhinovirus, avec, paraît-il, des différences régionales? Oui, alors en majorité du VRS en ce moment, quasiment 70% des virus. Après, il y a effectivement le rhinovirus, on a un peu de la grippe qui commence, on a aussi un peu de Covid, très peu, et puis après, tous les virus respiratoires. Mais quand vous dites le VRS 70%, ça veut dire qu'un même bébé peut être infecté par plusieurs virus? Oui, tout à fait. On en a en ce moment qui sont infectés jusqu'à 3 virus en même temps. Et alors, droit dans les yeux, ces virus, ils sont plus virulents cette année ou pas, par rapport aux années précédentes? Alors, ils sont plus nombreux, ça c'est certain. Par contre, la virulence... on n'a pas l'impression, sur nos bronchiolites qu'on a dans le service actuellement, qu'elles soient plus graves que d'habitude. Et Robert, c'est un hiver sans précédent? Oui, c'est un hiver sans précédent. Il faut qu'on explique ça de façon un petit peu précise. Ça va prendre 1 ou 2 minutes. Pendant des mois, on a été confinés, il y a eu des couvre-feux, puis on a porté, surtout les adultes, pas les enfants, le masque plus souvent. Ce qui fait que des virus qui infectent tout à fait normalement les enfants et de façon tout à fait régulière, qui sont des virus obligatoires, comme l'était avant le virus de la rougeole ou des oreillons, etc., ont beaucoup moins circulé. Ça veut dire qu'on a une frange de la population, des enfants, mais aussi des adultes, je vais revenir dessus, qui n'ont pas été stimulés par ces virus-là. Je parle d'immunité spécifique, je ne parle pas de déficit immunitaire global, d'accord, qui n'ont pas été stimulés. Et on se retrouve avec un pool d'enfants et un pool d'adultes qui n'a pas été affecté. Donc il y a une certaine dette immunitaire parce qu'il n'a pas eu le temps de s'infecter. Alors ça touche aussi les adultes, parce que pour le VRS, quand vous avez un enfant de 2 mois, 3 mois, il n'avait jamais rencontré, il n'a pas de dette immunitaire individuelle particulière. Mais sa mère, si. Les épidémies de bronchiolite se déclenchent quand le taux d'anticorps maternels contre le VRS baisse. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc on a des mères qui n'ont non seulement fait un peu plus d'infection au VRS, mais chez elles c'est le nez qui coule, éventuellement un peu de fièvre, un peu de tout. Mais elles n'ont pas été restimulées, elles n'ont pas donné d'anticorps à leur enfant.
Mais dites-moi, alors là, vous allez complètement dans le sens des gens qui donnent une version en disant c'est de la faute du port du masque si on se retrouve avec des épidémies de bronchiolite. Alors, vous n'allez pas arranger la polémique. Alors, nous, on va l'arranger au moment de la pandémie Covid. Quand on a une vague épidémique, la façon de contrôler l'épidémie, c'est les mesures d'hygiène. On n'a pas de vaccin, c'est les mesures d'hygiène, d'accord ? Et il fallait les faire. Mais est-ce que vous connaissez un traitement médical qui n'ait pas éventuellement des effets indésirables ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Un traitement médical qui marche, ça peut en avoir. Et puis maintenant, au contraire, quand on est en période d'épidémique de bronchiolite, qu'est-ce qu'il faut ? Nous, on dit qu'il faut remettre le masque. Il faut remettre le masque pour protéger nos enfants, pour écrêter ce pic épidémique pour que l'épidémie ne soit pas brutale, intense, comme nous l'a décrit Michael, avec des hôpitaux surchargés, mais pour l'étaler dans le temps. Mais ça n'immunise pas les gens. On va, après, étaler dans le temps, parce que pour les services hospitaliers, pour les enfants eux-mêmes qui ne peuvent éventuellement pas de bénéficier des soins optimum. Les temps d'attente sont insupportables. Hein. Eh bien, il faut le mettre. Donc, le masque, c'était une nécessité quand il fallait le mettre pour le Covid, ça peut le redevenir pour le Covid, et c'est devenu une nécessité autour des enfants les plus fragiles, eh bien, au moment des épidémies de bronchiolite ou de grippe, parce qu'on n'aura pas d'autre façon de les contrôler. Donc les bronchiolites, cette année, un peu victimes des mesures de restriction, du confinement et du masque. Vous abordez dans ce sens-là ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec... Mais ce qui ne condamne pas l'utilisation du masque quand on l'a demandé de... Ah ben non, après il y a les bronchiolites, ça touche surtout les tout petits, donc il y a les règles d'hygiène à respecter en termes de lavage des mains et d'éviter de contaminer. Oui, mais c'est pour rebondir dans le débat actuel, parce qu'on l'entend, le fait de dire, voilà, on nous a mis le masque, mais maintenant on paye. Les conséquences sont moins importantes, même si elles sont dramatiques parfois pour des petits bébés, que si on n'avait pas porté le masque pendant le Covid. Et oui, et donc il faut bien se rendre compte, quand on est dans cette situation-là, au contraire, il ne faut pas freiner le port du masque, il faut l'encourager, protéger les plus petits. Alors, on va vous rappeler quand même les chiffres, hein, très contagieux. Ces virus affectent tous les ans environ 64 millions de personnes dans le monde, avec un risque élevé d'hospitalisation pour les enfants de moins d'1 an, et pour les personnes âgées, comme vous l'avez dit, ce qu'on avait tendance à oublier. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, c'est une maladie très connue, c'est une maladie qui revient avec une forte intensité, mais qu'est-ce qui fait que, malgré cette connaissance, on ait un tel problème épidémiologique aujourd'hui, qu'on ait un tel problème de prise en charge aujourd'hui en France, et qu'est-ce qu'on doit dire aux médecins dans la prise en charge, aux médecins généralistes qui nous regardent, aux pharmaciens aussi qui peuvent être des acteurs de premier recours, pour pouvoir faire en sorte de prendre correctement cette maladie qui flambe en France aujourd'hui. Alors, ce virus, on le connaît bien, mais il nous apporte à chaque fois de nouvelles données. Alors on pensait au début qu'il y avait un VRS, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs, mais ça on le savait depuis des années, qu'il est capable aussi d'un certain nombre de mutations, pas aussi important que le Covid, parce que c'est un virus qui était déjà adapté à l'homme, et on sait que son immunité n'est pas à vie. Tous les enfants vont faire une infection à VRS dans les 2-3 premières années de vie, au moins une, des fois plusieurs. Et les adultes vont en faire d'autres après, beaucoup moins marqué. Et puis quand on revient à un âge beaucoup plus important, c'est un virus qui redevient important en poids de pathologie chez le sujet âgé, et il passe juste derrière la grippe. Donc on n'est pas immunisé à vie contre le VRS, parce que les souches changent un peu, c'est pas toujours les mêmes, et que quand l'épidémie arrive, la protection contre elle, en dehors de peut-être des questions qu'on va aborder, celle des anticorps monoclonaux et celle des vaccins qui sont en plein développement aujourd'hui, en dehors de ça, il faut limiter les pics épidémiques par les mesures d'hygiène. Et en réanimation, qu'est-ce qui fait que vous avez plus de cas aujourd'hui que dans les années précédentes ? Alors, il y a vraiment une explosion du nombre de cas. La difficulté actuelle, c'est vraiment la disponibilité des lits pour accueillir cette augmentation de cas, avec un hôpital qui est déjà sous tension, même sans l'épidémie. En fait, on a des problèmes de lits réguliers depuis plusieurs années. En 2019, on a déjà eu une épidémie de bronchiolite très sévère, où on avait à l'époque déjà transféré plus d'une vingtaine d'enfants hors Île-de-France. On avait déjà alerté. Et donc forcément, avec une épidémie qui est encore plus importante, on est dans la difficulté. Mais dites-moi, quand vous dites qu'une explosion, on peut la chiffrer par rapport aux années précédentes, c'est le double, c'est le triple, Robert ? Non, c'est pas tout à fait le double et le triple. Je parle en nombre de cas. En nombre de cas de bronchiolite. De bronchiolite, on est à 1,5 fois ce qu'on avait
en 2019, dont Michael vient de dire que c'était déjà une année forte. Et on est un peu moins de 2 fois de ce qu'on avait en 2018 et en 2017. Et c'est 1,5 fois de plus de bébés en réanimation. Ça suit une courbe tout à fait normale. Ça suit une courbe, on a l'impression, voilà, sur les... Similaire, qui n'est pas plus importante. Non, alors, on dit que la bronchiolite ne tue pas. C'est les pédiatres qui disent ça pour rassurer les généralistes et surtout les parents. C'est quand même à nuancer. Une étude du Lancet nous dit que 160 000 enfants meurent chaque année, aux 3/4 des enfants de moins de 5 ans. Une étude parue en mai de Lancet. En France, le taux de mortalité est inférieur à 1%, soit plusieurs dizaines de morts par an. Ce sont toujours des chiffres d'actualité? Oui, tout à fait. L'étude que vous évoquez, c'est l'épidémiologie mondiale qui concerne également les pays en voie de développement. Et on sait que dans la bronchiolite, ce qu'on a, nous, comme recours à des techniques de réanimation et du support ventilatoire pour les patients les plus graves ne sont pas disponibles dans certains niveaux de soins. Et donc, effectivement, en France, c'est moins d'1%. Et une étude récente au Canada montrait 0,4% à peu près. Et c'est effectivement, la plupart des décès sont chez des patients qui ont une pathologie chronique sous-jacente. D'accord. Et justement, alors quelles sont les comorbidités qui sont les plus susceptibles de gravité dans une bronchiolite et qui doivent nécessiter une prise en charge ou une attention particulière? Les patients qui sont déjà les anciens prématurés sont des patients à risque. Puis après, les patients qui ont des pathologies chroniques, soit cardiaques ou neurologiques par exemple, sont des patients extrêmement à risque de faire des formes plus graves que... Pulmonaires, j'imagine aussi? Oui, tout à fait. Vous faites toujours des explorations chez les bébés qui viennent en réa? Non, pas forcément. Pas forcément. Simplement si vous avez un soupçon? Oui, tout à fait, si l'évolution est anormale. Alors, lorsqu'une émission médicale devient une émission politique, autre cause de la gravité de l'épidémie 2020, l'état des urgences, en particulier à l'hôpital, et en particulier en pédiatrie, manque de lits, de personnel et de moyens? Oui, tout à fait. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque des lits de réanimation, clairement. La situation est complètement dramatique. Alors, à titre d'exemple, en Ile-de-France, par exemple, il y a plus d'une centaine de lits de réanimation pédiatrique et actuellement en permanence entre à peu près 15% des lits qui sont fermés pour faute de personnel. Et dans les lits qui sont ouverts et qui sont équipés pour prendre en charge les patients, on a des ratios d'infirmières et de patients qui ne sont pas respectés puisqu'il manque en permanence 4 à 5 infirmières pour que les ratios légaux soient respectés du nombre de patients par infirmière. Donc vous envoyez les patients en province, comme vous l'avez déjà fait? Oui, alors là, pour les chiffres, effectivement, il y a les patients qu'on envoie en province. Donc là, on est quasiment à 60 sur cette épidémie. On avait une vingtaine en 2019. Et en plus de ça, il faut compter tous les patients qui sont pris en charge de façon dégradée. C'est-à-dire qu'ils restent des heures et des heures dans des centres de périphérie avec le SAMU ou des équipes qui ne sont pas des équipes de réanimation et qui sont en difficulté avec des patients graves le temps que les places se libèrent. Ou alors des patients... Et vous réfutez le terme de tri quand même? Ou pas? Non, absolument pas. C'est une réalité et je pense que ça a été contredit récemment, mais il y a clairement un tri qui se passe régulièrement et tout le temps dans nos services. C'est-à-dire qu'on nous appelle pour des patients graves et de façon régulière et constante, on réfléchit à quel patient est le plus grave, lequel il faut prendre le plus rapidement possible, alors qu'en pratique, si on a un appel pour 3 patients en même temps, en temps normal, les 3 patients devraient venir en réanimation, mais on priorise celui qui est le plus grave. Et donc, ça donne des enfants qui attendent leur place de réanimation. J'ai vu une moue pas contente de Chirac. Ah non, moi j'allais tout à fait dans votre sens, Jean-François. C'est-à-dire la difficulté, c'est qu'on a laissé cette situation se dégrader depuis des années, encore plus en pédiatrie que dans les autres spécialités. Et je prends ma casquette de président du Conseil national professionnel de pédiatrie. Et on a laissé ça en nous disant c'est pas possible d'avoir plus d'internes de pédiatrie. C'est pas possible d'avoir plus de pédiatres. C'est pas possible d'avoir... Tout était impossible. Moi, j'ai été éduqué, impossible n'est pas français. Et ça fait 30 ans qu'on me répond que possible n'est pas français. Vous êtes un des rares qui voit les puissants de ce pays. Le ministre de la Santé vous dit quoi quand vous l'avez devant vous? Vous êtes gentil ou vous lui secouez un petit peu les... Non, je crois que le constat est posé, est posé, mais les mesures qui conduiraient à résoudre cette situation, qui ne se résoudra pas comme un coup de baguette magique, ça... On n'attend pas de coup de baguette magique, mais déjà donner des signaux forts
d'augmenter le nombre de pédiatres, d'augmenter la formation des médecins généralistes en pédiatrie, d'accepter que des médecins généralistes soient un peu plus spécialisés en pédiatrie parce qu'il y aura pendant des années pas suffisamment de pédiatres. Et je ne me compare pas avec des pays, je me compare avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Je veux dire, c'est juste en termes de ratio. Et aussi le problème des infirmières et des puéricultrices qui est considérable dans notre pays. Comment on peut accepter qu'une spécialité qui impose une continuité des soins en pédiatrie, excusez-moi, la continuité des soins, c'est dans notre ADN, c'est dans notre code génétique. On est obligé d'avoir des cadres. Dans un hôpital comme Robert Debré, il doit y avoir 4-5 pédiatres de garde, si je ne me trompe pas. Bon. Donc il faut du monde. Et on est devant une génération, pas spécifique à la pédiatrie, qui n'a pas envie de passer sa vie à l'hôpital. Et on la comprend bien. Ce n'est pas propre à la pédiatrie, ce n'est pas propre à la médecine. Donc on a un besoin en termes de pédiatres, de médecins généralistes, d'infirmières puéricultrices et d'infirmiers qui est considérable et avec des signes qui doivent être donnés et qui doivent être très forts dès maintenant. Alors, ce que vous nous dites, c'est important, parce que vous dites, en gros, on a une dette immunologique qui fait que les épidémies, elles vont continuer avec leur rythme et leur intensité, et que cet hiver peut très bien se reproduire l'hiver prochain, et que parallèlement, on a une baisse drastique des capacités, des moyens. Donc, c'est un électrochoc qu'il faut dès à présent. Sinon, l'hiver 2023-2024, c'est la même ? Je crains que ça soit la même, ou pire, et il faut vraiment, le terme électrochoc, de montrer des signaux très 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 forts à distance et à court terme. Donc la situation est aussi critique qu'on le dit, parce que souvent on dit tiens, c'est de l'exagération. Ça va passer. Critique. Et deuxièmement, vous donnez encore des recettes, mais est-ce que vous le voyez commencer à appliquer les recettes? Est-ce que là, depuis 15 jours, 3 semaines, vous avez des signes objectifs, vous qui allez au ministère, que les choses vont bouger? Il est sceptique, Michael. Michael, Non, c'était à vous que je posais la question. Lui, il ne fréquente pas le ministre, pas encore. Non, mais je ne vais pas... Il y a des assises de pédiatrie qui commencent, justement, pour mettre en place tous ces problèmes. Et je pense que ces assises de pédiatrie qui vont durer quelques mois pour les prochains budgets qui vont être votés pour l'année prochaine. Ouais, donc pendant un an, on doit faire avec des bouts de ficelle, quoi. Alors, pendant un an, on doit faire... non seulement avec des bouts de ficelle, mais déjà aider au maximum les gens qui soignent. Vous savez, les tâches administratives aujourd'hui sont devenues tellement importantes. Je parle pour les médecins de ville, mais je parle aussi pour les médecins hospitaliers. Si on pouvait être déchargé d'une partie de ces tâches administratives pour justement passer plus du temps malade, parce que ce qui compte, c'est pas le nombre de médecins, c'est finalement le temps. Et ça, c'est pas difficile de dire demain sur une ligne et un trait de stylo, de peut-être, je sais pas, alors ça va être brutal, mais mettre dehors ceux qui font rien, déjà pour pas qu'ils emmerdent ceux qui font quelque chose. Parce que c'est ça le problème. Tous les chefs de service qui passent disent on passe notre temps à faire des tâches administratives. Pourquoi vous vous révoltez pas en disant on arrête de faire des tâches administratives? C'est ça que je comprends pas. Parce que le système tel qu'il est conçu, imaginez-vous une attaque informative comme un hôpital comme Versailles qui a eu, eh bien plus rien ne fonctionne. Parce que tout ça est basé sur quand même un poids administratif et de l'informatique qui est tellement lourd et qui a été fait essentiellement, à mon sens, non pas pour faire gagner du temps, mais pour avoir une traçabilité. Et c'est clair sur ce point-là que ça n'a pas fait gagner du temps médecin. Moi, je vois dans nos hôpitaux le temps que passent les internes, les chefs de clinique devant l'ordinateur, et pas pour jouer, parce qu'il y a tellement de données à rentrer sur l'ordinateur, à faire, etc., que le temps... Il y en a sûrement qui servent à rien. Je suis sûr que si on passe 10 minutes devant un ordinateur, regardez ce que vous remplissez, il y a sûrement des choses qui ne servent à rien. Je pense parce que la réaction, elle doit être là. Elle doit être effectivement de nos dirigeants, mais aussi de la base. Quand des gens de la SNCF font grève, ils font grève. Mais vous êtes là, à la bouche ouverte, en attendant qu'arrivent des solutions qui n'arriveront pas. On essaye de crier fort, mais... Bah oui, mais bon, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, tout à fait. Bah là, c'est sûr que si on va au-devant de catastrophe l'année prochaine, si rien n'est changé, on a des personnes extrêmement dévouées, des paramédicaux qui font un travail incroyable régulièrement et en ce moment plus que toujours, et qui sont épuisés et qui
qui vont exploser si ça continue comme ça. Et il y a d'autres épidémies, il n'y a pas que la bronchiolite. Avant de rentrer en studio, on parlait des angines, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette situation qu'on connaît pour la bronchiolite peut devenir équivalente avec d'autres virus ou bactéries? Oui, tout à fait. N'importe quel virus qui va donner une grosse épidémie va mettre en tension. Donc on attend quoi? Une épidémie d'angine streptoa? On attend quoi? Une épidémie de grippe? C'est quoi les prochains... On attend une épidémie de grippe plus forte que les autres années. C'est ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, qui nous précède généralement. Pas pour les enfants, ça. Y compris pour les enfants. La grippe est très très importante, non pas en termes de poids en réanimation, mais en termes de nombre de consultations, de passages aux urgences et d'hospitalisation. La grippe a un poids considérable. Je parlais dans le générique de la triple épidémie que les Américains, mais ça c'est pour les plus de 2 ans, si j'ose dire. Le Covid, ça peut même quand même beaucoup de moins en réanimation d'enfants. Pareil pour la grippe. Donc la triple épidémie, c'est peut-être pour les étages au-dessus, non? Alors, l'épidémie de grippe a un poids assez considérable. Je parle en nombre de consultations, en nombre de passages aux urgences et en nombre d'hospitalisations classiques. Probablement, moi en réanimation, tu répondras, Michael, mais c'est un point extrêmement important. Un enfant, s'il n'est pas vacciné, et il n'est pas prévu de vacciner les enfants de moins de 2 ans avant des années, il va faire son infection à virus grippal, quoi qu'il arrive. Et on voit ça absolument tous les ans. L'épidémie de grippe plus forte, bien sûr, le poids est plus important en termes de mortalité, morbidité chez le sujet âgé, mais il est déjà présent en pédiatrie. Et pour le streptoa, ce n'est pas de vraies épidémies, mais un nombre de cas d'infections invasives qui a augmenté dans plusieurs pays. Et ça, là encore, c'est les conséquences du post-Covid, indiscutablement. Alors, cette émission s'appelle Les Jeudis de la formation. C'est bien qu'on fait de la formation. On va peut-être revenir au début de l'histoire, parce que là, on est parti tout de suite, la réa et tout. La bronchiolite, au début, c'est un diagnostic extrêmement facile. Oui. C'est un virus qui est extrêmement fréquent, qui infecte tout le monde, et le plus souvent avec des formes bénignes. Et c'est ça la vraie difficulté de compréhension de la prévention et autres, c'est que presque tout le monde fait des formes bénignes, et puis il y a X% qui va être des formes plus graves. Et ça suffit pour déséquilibrer un système de santé. On reste au début, pendant nos études de médecine, on disait, on ouvre la porte de la chambre du bébé, on fait le diagnostic en l'entendant respirer. La suite de l'histoire, il fait quoi, le généraliste? Qu'est-ce qu'il fait? Il prescrit quoi? L'hydratation, la kiné, la lavage de données, il y a des traitements, c'est quoi la prise en charge et les signes de gravité? La kiné, on va y venir. Oubliez la kiné déjà dans les premières choses. Alors, le principe numéro 1, c'est la désobstruction des voies aériennes supérieures, et c'est de réguler l'alimentation de cet enfant et de surveiller. Le plus souvent, pour 8 ou 9 bronchiolites sur 10, ça suffit. Une fois que ce cap-là ne suffit pas, c'est l'oxygénothérapie et l'alimentation plus intensive en hospitalisation. Donc voilà, on passe en hospitalisation. Là, on passe en hospitalisation, et après... Je laisse Michael. Mais déjà, en hospitalisation, vous n'avez pas grand-chose. Et puis alors en réa, il n'y a plus rien, là. Vous avez, à part l'oxygène et la surveillance. Alors en réanimation, l'oxygène simple, c'est pas une indication de passer en réanimation. C'est quand l'oxygène simple ne suffit pas, ou quand le patient a des critères de gravité qui va l'amener en réanimation. Et alors en réanimation, je reprends ce qui a été dit pour les patients ambulatoires. Le plus important, il reste encore de désobstruer les patients, parce que c'est des petits patients qu'on a. À moins de 3 mois, on respire exclusivement par le nez. Et donc, c'est des désobstructions qui sont répétées de nombreuses fois par jour. Et à côté de ça, on a le support ventilatoire. Et le plus important aussi avec les désobstructions du nez, c'est le nursing, ce qu'on appelle. Et c'est là que les paramédicaux prennent toute leur importance. On joue sur des positionnements des patients, quand ils font des troubles de ventilation, par exemple. Ils sont régulièrement nursés au moins toutes les 3 heures. Parce qu'en vie de patient, c'est des petits bébés, quoi. C'est des tout petits bébés, tout à fait. D'où le problème du personnel, parce que vous êtes très personnel dépendant. Les médecins avec son stéthoscope, il ne sert à rien, si j'ose dire. Tout à fait. C'est les paramédicaux qui font tout le travail pour la saluer leur boulot. Alors, moi, j'entends parler de 33 traitements préventifs du VRS qui sont en cours de développement clinique, dont 9 en phase avancée. C'est quoi, ça? Alors ça, ce qui est très important, c'est ce que j'ai décrit au départ, c'est que les anticorps contre le VRS
sont susceptibles de protéger les enfants. Il y a les anticorps de la mère, ils ne sont pas toujours suffisants, la preuve, mais il y a des anticorps qui sont monoclonaux dirigés contre une partie du VRS et qui, eux, administrés tôt dans la vie de l'enfant avant l'épidémie, protègent à 70-80% contre les Tant que ça, dans les résultats. Mais alors, si je comprends bien, vous prescrivez ça tous les moins de 2 ans? Non, ils ne sont pas encore disponibles. Non, mais quand ils seront disponibles... Quand ils seront disponibles, l'objectif, c'est qu'avant l'épidémie de VRS, c'est de protéger en tout cas les plus petits, parce que... Oui, mais donc ça veut dire une prescription systématique des moins de 2 ans, non? Non, parce que par exemple, si vous êtes né en mars-avril, comme c'est des anticorps monoclonaux, la protection va durer quelques mois. On va dire 6 mois. Après, l'enfant va s'infecter avec le VRS. Ah, on n'a pas le moyen d'échapper au VRS. C'est protéger ce pic d'hospitalisation, de passage en réanimation, etc. Donc il y aura des indications chez là où il y a des comorbidités flagrantes, enfin déjà assurées? Alors, il y a déjà une indication pour les comorbidités, mais les anciens anticorps monoclonaux nécessitent des injections très régulières. D'accord ? Les nouveaux vont nécessiter une seule injection dans un volume étroit de 0,5 à 1 millilitre. Et ça ne servira à rien chez Michael, ça? Ah, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Non, mais on pourrait penser peut-être qu'après, en rajoutant des anticorps, ça allait peut-être les aider. Et puis, pour aller dans le même sens, le reste, ce sont des vaccins pendant la grossesse pour augmenter le taux d'anticorps maternel et pour obtenir le même effet. Et là, on est un peu moins avancé. Et alors, la vaccination, où est-ce qu'on en est sur la vaccination? Parce que vous avez évoqué en début d'émission la rougeole et les oreillons qui ne circulent quasiment plus, alors sauf quand il y a des problématiques de couverture vaccinale, on l'a vu en France et en Allemagne, mais sur la vaccination VRS, est-ce qu'on peut s'attendre à l'équivalence? 4 cibles de vaccination anti-VRS. Le premier, c'est la femme enceinte, entre la 20e semaine et la 36e semaine. On la vaccine, elle fabrique des anticorps à des taux suffisants pour protéger quelques mois son bébé, puisque le poids est très lourd à ce côté-là. Le deuxième, c'est les sujets âgés. Elle protège combien de temps? 6 mois après c'est la durée de protection des anticorps. Classique. Ouais, on va dire entre 4 et 6 mois. C'est ça. Ça, c'est la première cible. La deuxième cible, c'est le sujet âgé. Le sujet âgé paye un lourd tribut aux infections à VRS et les vaccins dont on a aujourd'hui sont susceptibles de les protéger. La troisième cible, ce sont les jeunes enfants. Les jeunes enfants, on a vu que les anticorps monoclonaux vont les protéger que quelques mois, un petit peu comme pour la coqueluche. On propose de vacciner les femmes enceintes et ensuite de vacciner les enfants. Mais là, ça ne prévient pas des pics des 3-4 premiers mois de vie. Or, ce qui arrive chez Michael, c'est souvent les plus petits. Et enfin, il y a le quatrième cible, c'est les sujets à risque. Mais toutes ces études avancent extrêmement vite. Et ce que vous disiez, Jean-François, ça, c'est qu'il y a une trentaine de produits activités, soit des anticorps monoclonaux, soit des vaccins, soit aussi des molécules, mais là, on est un peu reculé. Donc, dans vos assises de la pédiatrie, là, vous allez faire une stratégie visant tous les nouveau-nés en période hivernale. Il va sortir un document. Et les assises de pédiatrie, c'est pour l'organisation de la pédiatrie, mais on attend avec impatience que ça devrait être disponible l'année prochaine, un certain nombre de produits qui pourraient éventuellement protéger, qui protègent nos enfants. Mais après, on passe à un processus réglementaire qui n'est pas encore disponible. Est-ce que le cycle de développement du vaccin contre le VRS a bénéficié de la recherche extrêmement importante qu'il y a eu sur le Covid? Est-ce qu'on aura des vaccins ARN ou pas du tout? Non, pour l'instant, ce sont des vaccins qui étaient pré-ARN messager. D'accord. Donc, c'est des vaccins assez classiques. Assez classiques, je ne devrais pas dire ça, mais qui ont des technologies bien plus classiques, mais qui paraissent extrêmement efficaces. Alors, on quitte le sujet du futur pour un sujet bien d'époque. Vous en avez parlé tout à l'heure, Nicolas. La polémique sur la place de la kinésithérapie. Les parents sont très, très, très perturbés par des avis très contradictoires. En clair, plutôt les pédiatres qui disent non, les kinés disent oui, bien sûr. Et puis, dans des services hospitaliers, on revient à la kinésithérapie. Est-ce que c'est quoi le statement
de Robert Cohen sur ce sujet-là. Alors, vous savez, la littérature est concordante. Pour une bronchiolite standard, qui arrive à mon cabinet ou qui arrive aux urgences pédiatriques, le fait de faire de la kinésithérapie ne va pas diminuer le risque de besoin d'oxygène si la forme s'aggrave, ne va pas diminuer le risque d'hospitalisation. Donc, pratiquement tous les pays occidentaux ont abandonné la kinésithérapie dans ce cadre-là. Maintenant, on l'a dit avec Michael, ce qui était très important, c'est la surveillance de nos enfants. Eh bien, surveillance en réa. Non, même à à l'extérieur. On peut tout à fait imaginer, vous savez, dans une période où tous les médecins sont vraiment débordés et toutes les urgences sont débordées et qu'on vient d'expliquer qu'en dehors de leur désobstruer le nez et de réguler le repas, ce qui compte, c'est la surveillance. Qui doit assurer cette surveillance? Là, il y a probablement une place pour les kinés. Et puis, il y a tout le reste. On va venir sur justement l'arrivée aux urgences, mais vous l'utilisez, la kiné, dans votre service? Oui, tout à fait. Alors, bon, il n'y a pas de grosses preuves dans la littérature, mais on l'utilise sur des situations ciblées où les patients avec des bronchiolites sont à risque de faire ce qu'on appelle des atélectasies, des troubles de ventilation, et là, la kiné peut aider à résoudre... Surtout quand ils sont un peu hypotoniques, vous me disiez? Alors, sur certains terrains, oui, les patients qui ont des maladies neuromusculaires ou d'autres choses, mais en règle générale, les patients qui sont pour bronchiolite en réanimation... Et vous les lâchez dans la nature avec une ordonnance de kinésithérapie qui n'est pas forcément respectée par les pédiatres. Ça ne vous choque pas, ça? Alors, moi, ils ne sortent jamais de mon service avec une ordonnance de kinésithérapie. Non, mais chez vous, oui, c'est vrai que service d'aval. Vous, ils vont dans le service de pédiatrie générale, qui les lâchent dans la nature avec... de la kiné, et évidemment quand ils arrivent chez leur pédiatre, il leur dit, comme Robert, ça sert à rien. Oui, alors je pense qu'il y a une grande partie des prescriptions de kinésithérapie en sortie d'hôpital qui se font également pour cette surveillance et être sûr que... Vous êtes d'accord, Robert? Ah ben complètement, c'est-à-dire, voilà, c'est pas pour la bronchiolite de base, c'est pas les techniques appliquées par la kinésithérapie qui ne diminuent en rien... Mais la bronchiolite qui sort de l'hôpital avec une prescription doit être respectée. Absolument. Mais les kinés, c'est pas leur métier de faire de la surveillance thérapeutique. Si. Vous prescrivez à un kiné une surveillance. Si jamais il y a nécessité de traitement, il va faire un geste de kinésithérapie. Or, il n'est pas indiqué. Donc, quel rôle? Pourquoi ce ne serait pas les infirmiers ou les infirmières, par exemple? Alors, ça pourrait être des infirmières, mais y en a-t-il assez pour assurer cette fonction de surveillance? C'est déjà une question qu'il faut se poser. La deuxième, c'est apprendre aux parents à bien désobstruer les voies aériennes. La troisième, c'est de les surveiller cliniquement. Aujourd'hui, tous les kinés ont des saturomètres pour savoir si on a encore besoin. Il n'y a pas que le saturomètre qui indique qu'on a besoin de passer aux urgences ou pas, mais ça fait partie de l'arbre de décision. Un certain nombre de pédiatres ont l'air de ne pas avoir de saturomètre et vécu. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux parents, ça ne coûte rien, un saturomètre? Alors, c'est pas si simple que ça, Jean-François, parce que les saturomètres adultes, ça coûte rien, c'est très pratique au bout de doigt. Les saturomètres qui marquent les tout petits bébés, et qui sont efficaces sur les trop petits bébés avec des sondes efficaces, sont plus rares, plus coûteux et nécessitent de changer les sondes souvent. C'est pas si facile que ça. Néanmoins, c'est pas difficile de s'occuper de saturomètres. Moi, il y a des saturomètres pour bébés à mon cabinet, mais c'est pas la même. Ça peut rassurer les parents, ça peut rassurer et puis piloter l'arrivée aux urgences, puisqu'on nous dit que à cause des médias, alors ça j'ai bien aimé ça, on était en train de remplir les services hospitaliers, alors que c'est un manque de pédiatres et de généralistes en ville. C'est quoi la raison? Alors, avant le saturomètre, on a des critères cliniques très importants. Le premier, c'est un enfant qui mange moins de 50% de sa ration alimentaire, il faut se méfier, il est peut-être désaturé. Celui qui mange à peu près normalement, vous êtes à peu près sûr qu'il est désaturé. Le deuxième, c'est l'observation clinique. Et moi, j'apprends aux parents, je dis, écoutez, regardez votre enfant, est-ce qu'il joue normalement ? Oui, il joue normalement. Est-ce qu'il mange à peu près normalement? Oui, il mange 70-80% de ce qu'il mange. Est-ce que quand vous trouvez qu'il respire vite? Est-ce qu'il a sa couleur? Cette surveillance clinique en 5 points est tellement efficace et la saturation n'est qu'un complément de cette évaluation clinique. C'est jamais plus qu'un complément. Est-ce que, à votre avis, les pharmaciens pourraient jouer un rôle dans la mesure de la saturation pédiatrique? Parce que les médecins généralistes, ils sont saturés aussi.
À chaque fois qu'on a une émission ici, on dit qu'il faudrait former les généralistes, il faudrait qu'ils fassent ça, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc est-ce que là-dessus, c'est des choses qui seraient envisageables ou c'est une idée saugrenue? Là, je crois que les pharmaciens, on leur a donné beaucoup de choses à faire. La vaccination de la grippe, etc. Ce n'est pas le lieu de sortir un enfant, de l'emmener en pharmacie en période d'épidémie. Avec son VRS, ce n'est pas le lieu. Là, si vous me disiez, on parlait tout à l'heure de la kinésithérapie dans ce cas-là, du rôle du kiné, qui n'est pas que faire une technique de kinésithérapie, ça me paraît bien plus important, ou des infirmières. On va accélérer, on arrive à la fin de notre émission. Un passage d'un adulte en réa, c'est toujours traumatisant. C'est pareil pour un bébé? Bien sûr, bien sûr. C'est traumatisant pour l'enfant. On a beaucoup de petits, donc l'évaluation est très difficile. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Et puis pour les parents, bien sûr. Comment on fait pour le bébé? Il y a c'est pas facile à rassurer un bébé. Alors, c'est la bienveillance des soignants. Et après, Non, mais à la maison, je parle après. À la maison, à la maison, c'est compliqué, c'est sûr, de rassurer un bébé, mais c'est de faire la même attention que d'habitude. Voilà. On surveille le bébé, la saturation à sa sortie de l'hôpital pendant combien de temps? Alors, en théorie, le patient sort avec une saturation normale. Là, en plan d'épidémie, on peut faire ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile, où l'enfant rentre, mais là, il y a des critères. Et encore une fois, on reprend ce critère d'alimentation. Les enfants qui peuvent sortir sous oxygène à domicile doivent manger de façon autonome, puis avoir de sondes pour les alimenter, et ne doivent pas avoir des besoins en oxygène importants. Puis encore, il faut qu'il y ait des gens pour faire l'hospitalisation à domicile, ce qui n'est pas forcément fallu. Rechute à craindre. On dit que des bébés qui sont sortis de réanimation se retrouvent encore avec une bronchiolite, c'est normal, Robert? Alors, à peu près la moitié des enfants qui ont fait une bronchiolite vont en faire une deuxième dans l'année qui suit. Mais ce n'est pas forcément lié au VRS. Et après, il y en a qui vont faire beaucoup plus qu'une deuxième, une troisième ou une quatrième, et on parle à ce moment-là d'asthme du nourrisson, qui est un autre cadre qui, cette fois, va justifier de la ventoline, des corticoïdes par voie locale, etc. La ventoline n'est pas systématique, c'est justement si on soupçonne qu'il y a un peu d'asthme derrière. Ah, exactement, et en général, on attend le troisième épisode avant de prescrire, parce que déjà, ils sont plus grands, et déjà, ils ont une plus grande réactivité aux bronchodilatateurs que l'ont les tout-petits de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Où vraiment les corticoïdes, absolument pas. Pardon? Les corticoïdes, absolument pas. Ah non, oh non. Ni les corticoïdes, ni les bronchodilatateurs n'ont fait la preuve, comme on parlait de la kiné tout à l'heure, ça changeait le risque d'hospitalisation ou de besoin d'oxygène. Pas de traitement préventif non plus? On parle de traitement préventif en parlant de anticorps monoclonaux, de vaccins. Et puis le reste, ne pas oublier l'hygiène autour des enfants fragiles. Justement, un petit bébé qui a attrapé sa bronchiolite à la crèche, est-ce qu'il faut attendre avant de le remettre à la crèche en se disant qu'il y a beaucoup de virus qui circulent à la crèche, ou est-ce que c'est pas grave, ça n'a pas d'importance? Je dirais que ça dépend de son degré de fragilité. Un enfant très fragile... Non, mais parce que... Comment les parents veulent savoir le degré de fragilité? Si, par exemple, un enfant qui a été hospitalisé plusieurs jours en réanimation, qui garde une fonction respiratoire un petit peu limite. Bon, là, on aurait dit, peut-être que c'est éviter en pleine période épidémique de faire 2 ou 3 autres virus derrière qui vont... Un enfant qui fait une bronchiolite standard. Oui, non, je parlais des enfants qui sortent de chez Mickaël, moi. Ah ça, je laisse Mickaël répondre, mais je pense Mickaël, que là, je sais plus... Crèche ou pas? Je pense qu'il faut attendre un petit peu, en tous les cas, c'est sûr. Attendre la fin de l'hiver, attendre la fin du mois, attendre d'être à distance de la bronchiolite et d'avoir complètement récupéré, parce que certains peuvent mettre plus de temps que d'autres, notamment s'ils ont été en réanimation et s'ils ont été assistés de façon invasive, ce qui peut arriver, ce qui est très rare, mais ce qui peut arriver. Donc cela, je pense que je suis assez d'accord pour éviter de leur faire rencontrer tout de suite un autre virus. Donc c'est un médecin qui doit dire si l'enfant doit revenir en crèche ou pas? Parce que les critères que vous évoquez, c'est pas facile à... C'est le rôle du médecin qui fait rentrer l'enfant à domicile, donner ce genre de conseils. Voilà, ou vous savez, moi, tous les jours, j'ai des enfants qui tombent souvent malades, et plus ou moins gravement, rarement en sortant de réanimation, et je dis aux parents, comment on peut que ça s'arrête? Je dis, vous le sortez de la crèche pendant quelques mois. Ah, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Parce que oui, elle a fait. Donc, je dis, il faut accepter, à ce moment-là, qu'ils tombent souvent malades. Il n'y a pas d'autre traitement préventif. Dernière question, je ne parle pas de comorbidité. Est-ce qu'un enfant qui a une bronchiolite sévère, voire grave,
est susceptible de développer d'autres maladies, en particulier l'asthme après? Alors, je ne parle pas s'il y a des facteurs prédisposants. Hein, c'est la bronchiolite. Grosso modo, quand ils ont fait une bronchiolite, il y a plus de chances après qu'ils fassent de l'asthme que ceux qui n'ont pas fait de bronchiolite. Voilà. Grosso modo. À surveiller. À surveiller. Bon, on devait parler des sujets AG et bronchiolite. On n'aura pas le temps, Robert, mais vous reviendrez pour une émission sur le sujet AG et la bronchiolite. Je ne sais pas si ça vaut une émission, mais enfin, on en reparlera. Il est temps de conclure. Nicolas, vous qui participez à toutes nos émissions depuis plus de 4 ans, la situation de la santé publique ne s'améliore pas dans ce pays. C'est le constat de notre collaboration. Mais au fur et à mesure des émissions, on s'aperçoit déjà que les maladies infectieuses n'ont pas disparu et qu'elles sont là présentes au coin et qu'elles occupent l'espace médical dans tous les sens du terme. Et qu'effectivement, l'avenir reste encore assez incertain quant à la puissance de ces épidémies chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, à suivre encore une fois. Merci, Nicolas. Michael, votre message à nos confrères et à tous les professionnels de santé qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous êtes nombreux, puisque chaque émission dépasse 200 000 internautes. Merci, et c'est important. Michael, un mot à tous ces gens-là. Eh ben, je veux leur témoigner ici de mon extrême reconnaissance envers tous ces personnels paramédicaux et médicaux qui en ce moment souffrent dans les services de pédiatrie, aux urgences, en réanimation ou en pédiatrie générale et qui font toujours plus en mode dégradé et qui continuent de le faire pour la santé des enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui est à souligner parce que malgré l'épuisement, ils continuent à le faire et c'est comme ça qu'on tient. Robert Cohen, bien évidemment, le mot de la fin au professeur. Moi, je voudrais rebondir, Jean-François, sur ce que vous avez dit sur les conséquences d'un séjour en réanimation, d'hospitalisation pour un enfant et sa famille. C'est un sujet on travaille avec Michael sur d'autres aspects, sur d'autres causes d'hospitalisation, qui est, à mon avis, fondamental à prendre en compte aujourd'hui. On ne peut plus dire, une maladie, ça ne tue pas beaucoup de gens, ou ça ne traite pas de séquelles graves derrière. Il n'y a pas besoin de vaccin, il n'y a pas besoin de prévention. Chaque hospitalisation, chaque séjour en réanimation a des conséquences secondaires sur la famille, sur l'enfant lui-même. Et on est au début de l'appréciation de ça, et ça doit être considéré dans le poids de la maladie de façon extrêmement importante. Et ça doit être à l'origine de décisions de santé publique au-dessus. Ce n'est pas anodin d'avoir été hospitalisé quand on est petit, c'est pas anodin, d'avoir eu, loin d'être anodin, d'être passé en réanimation. Et ça doit être pris en compte de façon extrêmement importante. Merci beaucoup à vous tous de la clarté de vos propos. Bonne fête de fin d'année. Oui, on se retrouve très vite, mais ce sera l'année prochaine. Et puis, une fois n'est pas coutume, vous avez bien compris que ce sujet me touche personnellement. J'aimerais dédier cette émission à ma petite Gabrielle, qui, à 6 mois, vient de se battre en réanimation chez vous, contre une méchante bronchiolite. En attendant le plaisir de vous revoir, portez-vous bien.